Bonsoir à tous, et un chacun est très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission hebdomadaire, le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité pour ces numéros. Je me dis les deuxièmes pour cette année nouvelle 2023. Nous avons le plaisir de recevoir, il a toujours été dispo, ce monsieur Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale FP. Du Parti de l'Unité nationale Puna, dont l'autorité morale est Élysée Bokoumouana, mais il est aussi secrétaire permanent aux forces politiques alliées à l'IDPS FPAI en sigle. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité. Monsieur Bolikango, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle. Tous mes voeux de bonheur et de prospérité à tout le peuple congolais et à tous les agents de Antenne 1 pour cette année 2023. Voilà, d'emblée, parlez-nous de votre parti politique Puna. Oui, Maman Adèle, comme vous le savez, le Puna est un parti avant-gardiste qui a été créé depuis 1960 et que nous participons au Parlement dans toutes les institutions, dans toutes les législatures depuis 1960. Nous allons bien, le parti fonctionne bien, nous nous appointons pour affronter les joutes électorales de fin décembre 2023, mais maintenant nous sommes à la première étape dans l'enrôlement. Nous nous enrôlons, pour nous Puna, tous les acteurs s'enrôlent dans leur circonscription électorale et c'est aussi pour appuyer la CNI en vue de motiver la population à venir accomplir leur devoir citoyen qu'est de s'enrôler afin d'avoir une carte d'identification, une deuxième qui après 40 ans. Mais comment jugez-vous le déroulement de cette vaste opération qui a démarré dans la partie ouest? Oui, timidement. J'ai été d'abord là au Grand Équateur. J'ai fait la province de l'Équateur, Mbandaka, Bikoro, Boulomba. J'ai vu comment les préparatifs se faisaient. Mais et il y avait beaucoup de réclamations aussi. Je vous ai dit, la population m'a approché pour me dire qu'ils n'avaient pas vraiment confiance aux opérateurs de saisie qui étaient recrutés parce que la plupart n'avaient pas de bonnes performances. Bon, et voilà, nous avons attiré, vous avez donné un conseil à la CNI de recadrer. Mais jusqu'à maintenant, plusieurs personnes continuent à se plaindre de la qualité des services offerts par la CNI. Oui, madame, vous savez, comme on dit que la technique a toujours ses caprices, ce sont des machines d'autres qui n'ont pas eu, qui n'ont pas été rodées. Et il faut le dire, je vous l'avais souligné, dans les arrière-pays, il y a un problème de courant, d'électricité. Il y a plusieurs machines, lithium, tout consort. Vous pensez qu'il y a de l'amélioration? Parce que même ici à Kinshasa, il y a de ces centres où on retrouve une seule machine. Comment arriver à enrôler un nombre important au moment où il y a une seule machine? Oui, ça c'est un handicap. Même dans mon quartier, là, à la commune de Ngaliema, au quartier Bolikango, nous avons 5 centres de vote. Bon, il y a une machine, tantôt 2 machines. Mais au début, c'était un peu difficile. Mais ça s'améliore. Mais seulement, nous demandons à la CNI, parce que si il y a moins d'enrôlement, c'est qu'il y aura moins d'identifiés. Alors, il y a un défi pour aller au-delà de suffrages exprimés lors des dernières élections qui étaient à 45 millions. Et maintenant, la CENI envisage les 55 millions. Mais avec cette allure, nous avons commencé timidement et ça sera difficile. C'est opportun que la CENI augmente le nombre de machines quand même dans ces centres où on peut retrouver qu'une seule machine. Augmenter le nombre de machines, je ne sais pas si on a encore dans leur entrepôt. Un peu du temps. Je ne sais pas s'il y a encore des réserves de machines dans leur entrepôt. Ça, c'était une première question. La deuxième question, si on augmente les machines, il faut aussi augmenter le nombre des opérateurs de saisie. Bon, je ne sais pas à ce point-là, mais seulement à entendre ce que la population est en train de réclamer, je pense qu'il appartenait à la CNI de faire une prorogation. Pour ne pas bousculer, je pense après les 3 R opérationnels, il peut revenir
je pense, à donner 20 jours francs, 20 jours pour francs à chaque aire opérationnelle, parce que je pense, on dit que les élections sont vers la fin de l'année et les dépôts des candidatures sont vers le mois de juin-juillet. Alors, comme c'était les 3 mois jusqu'au mois de mars, nous allons avoir le mois d'avril et le mois de mai. Je pense que, moi je conseille à la CENI de récupérer, de proroger pendant les 2 mois-là pour revenir encore à chaque aire opérationnelle. Comme ça fait première aire opérationnelle prime, deuxième aire opérationnelle prime. Comme ça, je pense, là, le défi de 55 millions envisagé peut. Sinon, nous aurons moins de 45 millions de suffrages exprimés, comme la fois dernière. Et vous, personnellement, vous avez déjà rempli ces devoirs civiques. Sinon, quand? Et vous allez le faire aussi? Bon, d'abord, comme je projette être candidat, nous avons d'abord aussi la latitude de nous enrôler pendant que nous déposons les candidatures. Mais qu'à cela ne tienne, je pense le week-end ici, je vais déjà à la province de la Mongala, à Lissala, pour m'enrôler et puis pour essayer de motiver les miens pour qu'ils s'enrôlent, parce que les enjeux sont doubles. À part l'élection, il y a aussi l'identification. Il faudra que nous ayons l'identification. Voilà. Et c'est pour aider aussi les statistiques, pour avoir à peu près l'exactitude de la population congolaise. Voilà, merci on pour patauge cet éclairage. 110 millions, 115 Monsieur millions, c'est pas Raphaël réellement. Kango, nous allons évoluer. Merci pour Je vous en prie, maman cette Adèle. lumière. Vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous personnellement, par l'entremise de votre parti politique Puna, et vous avez un membre au gouvernement de Warriors. Mais quel bilan faites-vous de Sama Lukonde? Bien, c'est un bilan mitigé. C'est un bilan mitigé, mais positif. Parce que, il faut le dire, le gouvernement Sama Lukonde a été buté à beaucoup d'impacts négatifs qui n'ont pas corroboré à l'application de son budget et de la programmation gouvernementale. Vous savez, nous avons l'état de siège et nous avons la guerre de l'Est appuyé par le Rwanda, l'Ouganda. Vous voyez, ça fait des embuscades pour la réalisation du programme gouvernemental. Et il faut dire aussi, il y a aussi la guerre de l'Ukraine au niveau international. Ça a eu des impacts négatifs. Il y a des fluctuations économiques au rabais. Mais pendant 4 ans de gestion, quelle a été la plus grande réalisation de votre régime? Bon, pour le gouvernement Sama Lukonde, ce qu'on peut retenir de positif, il a tenu bon par rapport à l'exécution de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est vraiment positif, parce que entre nous, la population, nous les parents, voilà, aujourd'hui là, les enfants, ils ne sont plus vraiment chassés. Les enfants de l'école primaire, il faut le dire. Même moi, à l'époque là, l'enfant part à 7h30, à 8h30, il est déjà rentré à la maison. Oh, bah, benganingai. Mais là, aujourd'hui, pour l'école primaire, en tout cas, ça va, ça soulageait la population. Là, tous les parents, voilà, parce nous que avons vous tiré un parlez peu de des satisfaction. écoles, il y a quand même de grèves par-ci par-là, signalées maintenant là. Est-ce que beaucoup reste à faire? Vous croyez à un second mandat, Félix Tshisekedi? Oui, maman, je vais encore ajouter par rapport, vous dites aux grèves. Les grèves, bon, ce sont toujours des revendications, mais le banc syndical de l'enseignement avec l'équipe gouvernementale sont toujours en pourparlers pour essayer de réguler, pour essayer de chercher des solutions idoines, bon, des solutions pas tellement idoines, des solutions de réchange, et ça se passe comme ça. Bien que beaucoup reste à faire, vous croyez à un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi? Pour le président Félix Tshisekedi, à l'allure où il a géré et il a conduit les affaires de l'État, c'est positif. C'est positif parce que nous devons tenir compte des impacts
positifs, des impacts négatifs. Il a eu beaucoup de contraintes. Et il devait, la RDC était dans un vase clos. Et grâce à sa haute diplomatie, nous avons quand même des ouvertures et il faut féliciter. La candidature de Moïse Katumbi ne vous fait pas peur? Oh, je ne veux pas vraiment m'attarder sur les ambitions des uns et des autres. Ça patauge. Bon, et l'équipe gouvernementale n'est pas fragilisée par les départs de ministres de Ensemble pour la République? Bon, je ne sais pas si ce départ, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, si ça renvoie l'Union sacrée à moins du quorum électif. Je ne sais pas, je ne pense pas. Et d'ailleurs, vous savez, pour dire, la poire est coupée en deux. Et Moïse Katumbi, avec l'ensemble, a eu 6 membres au gouvernement. 3 ont démissionné, ils ont suivi Katumbi, mais 3 autres, Lutundula, Moïndo Nzangi et Mutinga, ils sont restés. Vous voyez, 3 sur 6. Donc voilà, ils ne partent pas avec tout le monde. Et il y a des Congolais qui sont patriotes, qui ne veulent pas être sous le bâton mal en point. Ils sont restés pour défendre la cause nationale. Merci. L'Union sacrée vante de l'augmentation du budget alors que le dollar est actuellement à 22 000 francs congolais. Le panier de la ménagère est vide, le médecin, les professeurs, les enseignants et autres menacent d'aller en grève. Croyez-vous que ce budget va résoudre le problème social des Congolais? Madame, là, à dire vrai, nous entrons dans un cadre technique. Il y a les experts du gouvernement, notamment ceux du ministère du Budget, il y a le Fonds monétaire international, et voilà, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en danse. Et je vous ai dit qu'il y a aussi la fluctuation économique mondiale qui est au rabais. Voilà, il y a des impacts économiques, vraiment, moi aussi je déplore ça. Je vois là 22 000, 10 dollars, 22 000. C'est un peu difficile à ce moment pour la population, mais je crois que le gouvernement va remonter la pente parce qu'ils sont déterminés à servir la nation congolaise. Tantôt là, vous avez parlé de l'Est et de la RDC. Parlons-en. À l'Est, c'est l'enlisement, la guerre continue et les M23 prennent de plus en plus du terrain. Comment expliquez-vous cette situation? Madame, là, nous entrons nous revenons dans le domaine de défense et sécurité. Je vous dis que lorsqu'on gagne une bataille, on ne gagne pas la guerre. Mais je vous dis, la République démocratique du Congo, sa raison est noble de défendre l'intégrité de son territoire. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu crash d'un hélicoptère FARDC, il paraîtrait. Oui, madame, je vous dis que nous sommes dans un moment où les enjeux militaires et stratégiques sont en ballottage, mais il y a un regain de force parce que l'embargo, le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé l'embargo. Maintenant, nous allons avoir accès à acheter nos armes et vous savez aussi, le gouvernement, le chef de l'État lui-même a pris en branle-bas le problème d'augmenter les troupes, les hommes de troupes. Vous avez vu dernièrement, il était à Kitona. Et d'abord, vous voyez que ce n'est pas du jour au lendemain. Il faudra que ces militaires soient un peu formés et pour être un peu aguerris. Et d'ici là, les FARDC reprendront le terrain. Voilà. Même pour les cas de Kwamount, on signale qu'il y a beaucoup des assaillants qui ont adhéré au FARDC, qui ont jugé bon de changer les cas, d'abandonner les armes blanches et autres calibres pour servir la nation congolaise. Voilà, ça c'est quand même à saluer. Quel jugement, M. Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale PUNA, faites-vous de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est? Les Congolais parlent de la duplicité de cette force. Là aussi, je pense que Madame Adèle, dernièrement, je vous ai dit qu'il y a des forces de trop
dans cette région. Hein. La MONUSCO, l'État est assez... bon, il y a beaucoup de forces là. Je pense qu'il appartiendrait au gouvernement, par le biais de la Commission de défense et sécurité même de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je félicite en passant l'Assemblée nationale qui a voté une loi par rapport à éviter, à ne plus faire les mixages, les brassages au sein des FARDC des hommes douteux. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je vous dis que, madame, il y a beaucoup des ennemis de la République. Comme nous avons un pays continent, on cherche toujours à mettre des bâtons dans les roues, mais je vous dis que le fait que les FARDC, il y a les armes qui commencent à venir, il y a les hommes de troupes qui sont en formation. Je pense après 3-4 mois ici, les FARDC vont reprendre le poil des bêtes et je pense que nous allons extirper tous ces assaillants, tous ces ennemis de la République qui torpillent, qui essaient de déranger la quiétude du peuple congolais. Voilà, et le peuple congolais tient bon parce que le peuple congolais ne veut pas que nous perdons des périmètres et le peuple congolais est avec le gouvernement et voilà. C'est unanime. Changeons de chapitre. Merci, M. Bolikango. Après avoir été retenu longuement à Kinshasa, l'ancien gouverneur de la province de Lualaba a rendu les tabliers. Quelles est pour vous les conséquences de cet acte politique? Bon, madame, nous sommes là dans la libre administration des provinces. Bon, à ce que je sache, Monsieur Mouyej... Et surtout les conséquences pour la vice-gouverneure Fifi Masuka. Monsieur Mouyej était retenu à Kinshasa, je pense que c'est pour des raisons d'enquête. N'empêche, il y a le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur, il y a Madame Fifi Masuka qui est vice-gouverneur. Logiquement, lorsque le gouverneur est retenu ou il n'a pas voix au chapitre, c'est le vice-gouverneur qui fait l'intérim. Donc vous confirmez que Madame Fifi Masuka restera-t-elle à la tête de la province ou elle va démissionner elle aussi? Non, bon, si Madame Fifi Masuka démissionne, à ce moment-là, le gouvernement provincial tombe. Et il y aura le secrétaire exécutif provincial qui va assumer l'intérim avec les chefs des divisions. Parce qu'il est prévu ceci. Mais je ne pense pas que Maman Fifi Masuka... Monsieur Bolikango, il est prévu ceci. Les gouverneurs et vice-gouverneurs de province sont élus sur une même liste au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à 2 tours. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de mise en accusation du gouverneur de province, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Pourquoi Fifi Masuka doit rester, par exemple? Non, madame, vous avez dit, d'abord, le gouverneur Mouyej a été retenu. Ça, c'est la première étape. Le fait que le gouverneur a été retenu pour des raisons d'enquête, c'est la vice-gouverneure Fifi Masuka qui dirige le gouvernement. Et le fait que, même que gouverneur Mouyej... Parce que le gouvernement provincial, sous la direction du vice-gouverneur, expédie les affaires courantes. Oui, expédie les affaires courantes. Bon, ça c'est un terme, mais il fonctionne. Le gouvernement, les ministres provinciaux, sont les ministres qui ont été nommés par le gouverneur. Et ils ont leur entière responsabilité dans les ministères de leur secteur. Mais c'est ça. Donc ils ne vont pas travailler à demi-temps. La CENI prévoit qu'un nouveau scrutin soit organisé dans les 15 jours par la CENI. Oui, madame, c'est prévu. Mais une chose, je dois vous dire, le vice-gouverneur reste en place avec le gouvernement. Le vice-gouverneur ne change pas les ministres. Il reste en place jusqu'à l'organisation des élections. Par ailleurs, madame, je vous dis, il y a une jurisprudence. Nous avons vu la province de la Mongala, le gouverneur Ngundu. Il a été retenu, il a été même démis. Mais le vice-gouverneur Mongoul a dirigé
le gouvernement de la province de la Mongala jusqu'à l'organisation des dernières élections qui a investi le gouverneur César Limbaya. Donc c'est jusqu'à l'organisation des élections que le gouvernement sera démissionnaire, le gouvernement provincial sera démissionnaire. Voilà maintenant que le gouvernement à Mongala, l'exemple concret, le gouvernement de Mbundu et de Mongoul est tombé. Maintenant c'est le gouvernement du gouverneur Limbaya qui sera mis en place. Juste avoir votre opinion, M. Bolikango. Oui, Maman Adèle. Vous pensez qu'il c'est opportun de changer la Constitution? Changer la Constitution, bon, moi je dirais, bon, la Constitution c'est un texte, une lecture de texte fait par les législateurs et que c'est aussi sujet à des modifications. C'est sujet à modification. Il y a des paramètres qui sont dévolus et il appartient aux législateurs de s'y attabler pour essayer de refaire ou bien de recadrer certains articles de la Constitution. Et notre monnaie? La monnaie. Parce qu'il y a inflation. La monnaie, changer de nom, Maman Adèle, changer d'appellation de monnaie. Franc congolais, on dit quoi? Toi, non, c'est pas le nom qui fait la force de la monnaie. C'est les rapports de productivité, de rendement. Pour donner à notre monnaie sa valeur, parce que la monnaie a perdu sa valeur. Oui, c'est la productivité et le rendement qui fait la valeur d'une nation. Et vous savez que nous, là, on a, d'abord avec tout ce qui se passe à l'Est, nous avons un problème d'exportation. À part que nous exportons les produits miniers à l'état extractif, il n'y a pas de valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment un impact. Et que nous avons dit, il faudra que le gouvernement essaie un peu de revoir, de réformer la production agricole. Parce qu'on dit le Congo, la République démocratique du Congo peut nourrir toute l'Afrique. Et nous avons les terres arables, nous avons toutes les conditionnalités, mais il faut maintenant les moyens de bord. Donc, lorsque nous allons reprendre la production, nous exportons du riz, du maïs, et les autres produits non ligneux. Là, notre économie cessera d'être extractive. Oui, évidemment, parce que là, même les produits miniers, nous les exportons à l'état extractif, même le bois, les grumes qui viennent de l'équateur, du Grand Bandundu, ça part à l'état extractif et ça nous revient comme les chaises comme ça, et nous achetons ça très cher. Et là, on dit, il faudra aussi qu'au niveau de l'enseignement, il faut qu'on tienne compte aussi de la formation des arts et métiers. Parce que, vous voyez, notre bois, ça part en Europe, on nous renvoie les chaises comme ça. Mais il faut former aussi les gens qui vont faire, il faut appuyer aussi les petites et moyennes entreprises en donnant des crédits. L'actualité est abondante, M. Raphaël Bolikango. Vous êtes ressortissant du Grand Équateur. Jean-Lucien Boussa, ministre de Commerce extérieur, en séjour au sud de Ubangui, boudé par la population de la province. Ça vous inspire quoi? Bon, je n'ai pas été sur place, mais dernièrement, j'ai fait le contour de tout le sud d'Ubangui. Ces propos frustrer ou léser la population? Oui, je vous dis que, vous savez, la population au niveau de l'intérieur est très allergique. Moi, je vous ai dit, j'ai fait le tour du sud d'Ubangui, j'ai fait Gemena, Boudjala, Libeng et tout ça, mais il faut d'abord savoir que son Excellence Jean-Lucien Boussa, son terroir, c'est Boudjala, ce n'est pas Gemena. Il sort député à Boudjala. Et Gemena, pratiquement, je vous dis, c'est les Bemba. Voilà. Bon, je ne sais pas, une des frustrations, ce sont des frustrations entre le leader politique et la population. Bon, je n'ai pas été sur place. Bon, ce que je dirais seulement, bon, que l'acteur politique, notre frère Jean-Lucien Boussa, tienne compte de ça, mais on m'a parlé qu'il a présenté des excuses, parce qu'on dit à Lingala, espérons que ces excuses seront prises en compte. Je signalais tantôt que l'actualité est abondante. Constant Moutanda, qui est du PPRD, il a démoli son parti politique, voire même jusqu'à qualifier Chadari de ménopausée politique.
la veille des élections, c'est une année électorale, tout ça là, ça cache quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut adhérer à l'Union sacrée, il attend un poste, il veut tendre la main au chef de l'État, alors il faut salir ou bien tenir des propos en quelque sorte injurieux. Bien, madame, je n'ai pas trop parlé des gens, mais à ce que je sache, votre opinion, voilà. Notre frère Constant Moutamba, je l'ai vu comment il est entré en politique avec son OJEC, tout comme ça. C'est un opportuniste et je pense aussi il est un progressiste. Voilà, je pense aussi il a levé la voix, c'est par rapport à ce que je ne sais pas. On nous a dit que le secrétaire général du PPRD, Emmanuel Chadari, a recommandé au PPRD de ne pas s'enrôler. Et Constant Moutamba n'était pas de cet avis. Mais madame, dites aux gens de ne pas s'enrôler. Ce n'est pas une forme d'opposition. La vraie opposition, il faut au contraire dire à tes militants de s'enrôler. Parce qu'après les joutes électorales, il faudra qu'on remarque que il y a eu beaucoup d'enrôlés et qu'il y aurait beaucoup d'abstention. En 2006, l'IDPS a procédé de la sorte. Il y a le président Félix, le papa du chef de l'État actuel, le président Tshisekedi Amolomba, qui avait fustigé, refusé, demandant à ce que la population, les militants, les cadres de l'IDPS à l'époque ne puissent pas s'enrôler. C'était biaisé. C'était biaisé, pourquoi? Et son mot d'ordre était obtempéré par d'aucuns. Maman, c'était biaisé, je vous dis en deux étapes. D'abord, pour les membres de l'UDPS, en tant que citoyens, mais ceux qui sont avisés, ils s'étaient enrôlés. Moi, je connais des amis, des frères qui sont à l'UDPS, mais ils s'étaient enrôlés pourquoi? En tant que citoyen, lorsqu'il va à la banque, il va en déplacement dans les mouvements migratoires. La DGM, la police demande quoi? Les cartes d'électeurs. Vous savez, alors pour les business et pour la vie normale, ne pas s'enrôler était un handicap. Et voilà. D'ailleurs, ce n'était pas, je vous dis qu'il y a eu des membres du DPS, ils disent, ah, moi je fais mes affaires, alors moi je vais m'enrôler seulement pour mes affaires, mais je ne sais pas voter. Voilà. Mais c'était un enrôlement. Dehors de ça, dans les tractations politiques, il ne faut pas dire ça. Et je pense que ça a été un peu biaisé, je vous dis, par rapport au DPS, parce qu'au finish, lorsqu'il y a eu maintenant des tractations, et maintenant là, vous n'avez pas été enrôlé. Alors, comment on va vous faire comprendre dans ces circuits? Alors là, en tout cas, moi j'appuie Constant Moutamba et je demande à tous les Congolais, de tous bords, de tous les partis politiques, de toute tendance, de s'enrôler. Voilà. Ne pas s'enrôler n'est pas une viabilité de l'opposition. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer. Nous parlons d'autre chose. Les projets de politique nationale de justice transitionnelle à la République démocratique du Congo a été dévoilé. C'était le mercredi 11 janvier 2023 au cours d'un atelier tenu à Kinshasa par l'équipe de travail mixte chargée de la préparation de ces documents. Ces documents de politique nationale de justice transitionnelle devra servir à boussole pour guider la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle. Un document de plus de 300 pages reprenant les 4 piliers de la justice transitionnelle. Votre opinion? Bon, oui, vous dites que c'était mercredi à peine que on a rendu public le document. Je dois lire, vous savez que la justice, c'est une matière très sensible et ça c'est norme. Je dois lire les 300 pages là pour donner mon avis. Mais j'appuie, lorsqu'on parle de la justice... Mais c'était quand même impérieux de le faire. Oui, lorsqu'on parle de justice traditionnelle, là, je comprends qu'il faut essayer de faire la réforme. La réforme. J'appuie ça, mais je dois lire ce document, madame. Là, je m'excuse pour émettre un avis conforme. Ou bien, alors là, je dois encore, je suis sous réserve, je dois lire ce document, mais en somme, c'est une bonne option. Mais nous devons lire le contenu de ça pour savoir, pour découvrir s'il y a des aléas ou il y a des avantages par rapport à appuyer une justice distributive, une justice indépendante. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous allons continuer de parler, de passer en revue l'actualité au cours de cette émission, le rendez-vous sur la chaîne référence antenne
Le séjour du chef de l'État, on en parle, on continue d'en parler. Plus loin, on parle de détournement de 102 millions de dollars américains au Kasaï. Vous avez appris la nouvelle? Oui, c'est comme tout le monde, c'est à travers les informations. Un dossier qui fait pleurer les chefs de l'État, selon d'aucuns. Bon, nous avons entendu ce dossier, je pense, de 102 millions qui devait être au niveau des exécutions. Donc tous les projets de développement initiés par les chefs de l'État au Kasaï ont connu un échec parce qu'il y a des détournements de ces sommes colossales destinées à construire les Kasaï centrales et les Kasaï orientales. Je ne suis pas dans le bain de ce circuit-là, mais si tel est le cas, je demanderai au chef de l'État d'assurer la probité morale des personnes qui sont dans son entourage et de les mettre à la disposition de la justice. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Oui, tout homme est faillible et aussi, c'est pour ça que je dis que, vous voyez, c'est comme dans notre culture bantou, on dit quoi au niveau des familles? Oboti moana, kasi oboti mote mate. Voilà, donc nous, les bantous, voilà cet adage-là. Alors, ceux qui oboti moana, oboti mote mate, moana ceux qui azaï na mokoti, moana ceux azaï na moibi, il faut otikaye. Aza sanctionné. Ne peut pas bien ceux qui moana beta mwana fimbo na tango ekoki. Obeta mwana fimbo tango ekoki. Mwana peso alinga simba moto, tika ya simba moto. Te mokola kodika nde akoyeba. Donc le chef de l'État assurer la probité morale de votre entourage. Dégager les brebis galeuses. Voilà, M. Raphaël Bolikango, les lancements par l'hôtel de ville de Kinshasa de l'opération de l'assainissement des principales artères de la ville de Kinshasa. Les petits commerçants de fortune qui jonchent les boulevards Lumumba du tronçon allant de l'aéroport à la première rue limitée n'ont que leurs yeux pour constater et pleurer. Si d'aucuns salue l'intention qui anime l'autorité urbaine de rendre salubre cette longue chaussée, porte d'entrée de tout visiteur dans la capitale Kinshasa. Certaines, par contre, voient le coup de poing des Ngobila comme une simple opération de charme, mis un décor en trop d'œil pour les besoins de consommation extérieure. Votre opinion? Madame, là, je donne mon opinion en ma qualité d'environnementaliste et aménageur. Voilà. Vraiment, la métropole Kinshasa, ça sent le roussi. Je suis passé hier sur l'avenue Flambeau, là, dans les rouages de Caritas et Bralima. Mais est-ce une décharge publique reconnue ou occasionnelles? Mais où sont les décharges publiques? Il faudra d'abord qu'il y ait les décharges publiques parce que les déchets de consommation, il faut qu'il y ait des décharges publiques où l'hôtel de ville, dans son programme d'assainissement urbain, doit prendre toutes ces saletés, les amener vers les centres d'enfouissement. Mais on le sait, M. Bolikango, la ville de Kinshasa, excusez-moi, c'est la ville la plus sale du monde. Mais il faut voir nos quartiers respectifs pour palper du doigt l'insalubrité qui est grandissante. Pourquoi avoir ciblé que ce tronçon, commencer d'abord par chasser ces commerçantes qui vendent le long du boulevard? Madame? N'est-ce pas parce que le pape sera à Kinshasa bientôt? Madame, je demande au gouvernement provincial et il va passer par là pour atteindre Ndolo. Je demande au gouvernement provincial de cesser de gérer la ville en matière de salubrité en événementiel. Ce n'est pas parce que le pape vient qu'on fait ça parce que le pape. Il faut que ça soit une gestion permanente de la salubrité pour la salubrité de la ville. Il ne faut pas qu'on patauge, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Bon,
je vous ai dit dernièrement, au niveau du ministère de l'Environnement, il faut qu'ils appuient les mécanismes de civisme environnemental. Parce que là, vous parlez de la population. Il faudra sensibiliser au niveau de la population. Il faudra mettre des gens... En face du camp Babylone, il y a des poubelles qui traînent là, ça fait quand même longtemps, et qui dégagent à longueur de journée des odeurs nauséabondes, mouches écrasent, mais l'hôtel de ville ne voit pas tout ça. Pour ne citer que cette partie, il faut voir les quartiers de Kinshasa, comment il y a des saletés, il y a des poubelles qu'on n'évacue pas. Tout ça là, évacuation des déchets, ça pose problème. Mais pourquoi l'hôtel de ville néglige tout ça et a jugé bon que manifester sa volonté de rendre ça libre la ville de Kinshasa quand cette partie, c'est juste ce tronçon, je me dis peut-être c'est là où le pape va passer, alors il faut donner l'impression que c'est propre. Et pendant tout ce temps-là, pourquoi il n'excelle pas dans ce sens? Madame, pour ne faire pas de redites, je vous ai dit que les quelques décharges publiques sporadiques là, il faudra que l'hôtel de ville, je vois des engins qu'ils achètent, je ne vois même pas que leur durée, ils sont toujours en panne comme ça, mais il faudra qu'ils prennent ça en branle-bas. Il faut qu'il y ait des camions pour prendre les déchets qui sont les décharges publiques, les amener vers les centres d'enfouissement. Il y avait les centres d'enfouissement d'Mpassa. On peut ajouter encore d'autres centres d'enfouissement. Maman, ce qu'il y a d'abord, c'est ça dans la logique de la gestion environnementale dans le milieu urbain. Et là aussi, il faut voir aussi, lorsqu'on est tenté, on est tenté de débarrasser nos compatriotes qui se débrouillent au quotidien. Mais oui, les chasser, oui, mais les délocaliser, oui, mais vous allez les mettre où? Cherchez quand même un endroit où vous allez les placer de nouveau. Hein? Bon, là, ce que vous les chassez, ils rentrent à la maison. Voilà. Et la vie est au quotidien. Merci. Vous voyez que là, ça ne va pas. Voilà. Et qu'il faudra que le gouverneur de la ville s'attarde là-dessus en recourant aux vraies expertises et aux hommes de terrain. Voilà, merci. Il faut qu'on évite le clientélisme. Merci pour cet éclairage. Mois de janvier, mois réputé où il y a beaucoup de commémorations. Le 16 et le 17, nous allons commémorer nos héros, Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. Parlez-nous de ces deux personnalités. Oui. En commençant par Patrice Emery Lumumba. Oui, je rends hommage. Nous le savons bien, vous êtes le fils des Bolikang ou Jean Didier, mais quand même, vous gardez aussi de bonnes choses de Patrice Emery Lumumba. Et c'est un peu de ressortir, d'extérioriser ce qu'il a comme qualité qui a retenu votre attention, bien qui vous a intéressé. Oui, je rends hommage à l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des deux héros reconnus officiellement. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. En ce jour de 17 janvier en République démocratique du Congo, c'est une journée chômée parce que nous devons reconnaître que Emery Patrice Lumumba, c'est lui qui a fait le premier parti politique avec Papa Kalonji, le mouvement national congolais. Et c'est aussi quelqu'un qui était un battant, qui avait la chaleur du patriotisme. Malgré qu'il n'a pas vraiment été, il n'a pas eu beaucoup de temps à s'exhiber parce que je pense que c'est de 56 à 61, il n'a eu que 5 ans, mais il y a beaucoup de jalons sur sa personne. Nous rendons hommage et vous voyez même que son nom s'est internationalisé. Nous pouvons que rendre hommage, c'est un honneur pour nous. La doctrine lumumbisme a étalé au-delà des frontières nationales. Et Musée Laurent Désiré Kabila Laurent Musée Kabila, oui, je rends aussi hommage à Laurent Désiré Kabila. Pour lui, je garde un souvenir d'un patriote acharné, d'un patriote fier d'être congolais,
oui, il a fait partir la dictature du maréchal Mobutu, malgré un point négatif, c'est le fait qu'il s'est fait accompagner de l'AFDEL, et après, pour se débarrasser de l'AFDEL, ça a été un problème. Lui-même, il a renvoyé l'AFDEL qu'il a accompagné, parce qu'il a dit, vous m'avez accompagné, c'est fini, rentrez chez vous, laissez-moi avec mes frères congolais. Mais ça c'est des embuscades. Vous n'êtes pas frustré du fait que Jean-Didier Boulikango ne soit pas proclamé héros? Bon, frustré, non. Il y a des critères aussi pour être reconnu héros. Frustré, non, mais j'ai dit que Jean Boulikango est un héros, un héros parce qu'il a été vertueux, il a eu des qualités nobles, surtout à l'époque coloniale. Il était le premier modèle de Congolais, mais les démarches sont toujours en marche. Et il y aura un jour où Jean-Didier Boulikango sera reconnu comme héros, parce que ce n'est pas seulement pour la bataille, voilà, mais aussi d'autres vertus. Merci beaucoup. Je rends aussi hommage à mon père, Jean-Didier Boulikango, en février aussi. D'ici là, ça sera aussi un jour pieux pour lui. Et que voulez-vous dire, le panier circule encore. Merci. Voilà, Monsieur Raphaël Boulikango, c'est toujours un plaisir énorme de vous recevoir et d'échanger avec vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Un message particulier. Vous avez 2 secondes pour ça parce que nous sommes déjà à la fin. Le message particulier, nous sommes pendant la période d'enrôlement. Je demande d'abord à la CENI d'écouter la population. Parce que aller vite en besogne, ce n'est pas un bénéfice. Nous voulons qu'il y ait beaucoup d'enrôlés et pour permettre l'identification, pour ne pas revenir encore en arrière. Et au niveau du chef de l'État, nous sommes derrière lui, qu'il va toujours de l'avant, qu'il continue à comprendre les difficultés du peuple congolais, qu'il cherche les solutions, qu'il travaille avec des warriors aguerris, et que les élections qui viennent rencontrent la population un peu servi, un peu égayé, et ça sera très bien pour sa réélection. Et nous sommes derrière lui. Voilà, merci amplement. Nous avons échangé pendant 45 minutes avec le secrétaire général du parti de l'Unité nationale Puna, dont l'autorité morale est M. Élisée Bokoumouana. Voilà, c'était M. Raphaël Boulikango, qui est aussi secrétaire permanent de forces politiques alliées à l'UDPS FPAI. Ces numéros, vous pouvez bien le retrouver en rediffusion demain à 12h30 heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue. Merci à la chaîne de référence Antenne A. Voilà.